invité et interview exceptionnelle ce matin. Marine Le Pen en direct de Nouvelle-Calédonie, en déplacement depuis près de 48 heures désormais dans l'archipel. Merci beaucoup Marine Le Pen, patronne des députés Rassemblement National à l'Assemblée, de nous accorder ces quelques instants en direct sur LCI. On va évidemment parler, je le disais, de ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée nationale, mais d'abord parler de ce déplacement en Nouvelle-Calédonie, frappé il y a un an maintenant par des violences insurrectionnelles. On a appris, Marine Le Pen, que le président proposait d'inviter les parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie, loyalistes, indépendantistes, à la mi-juin à l'Élysée, à la mi-juin pour se retrouver autour d'une même table et donc du chef de l'État. Immédiatement, vous avez qualifié ces consultations de mauvaise méthode, mais quand même, vous souhaitez participer à cette rencontre. On a du mal un peu à comprendre votre positionnement sur le sujet. Parce que je pense que vous ne m'avez ni écouté ni lu, parce que ça n'est pas les consultations dont j'ai considéré qu'ils étaient une mauvaise méthode, c'est de tout faire tourner autour de la réforme institutionnelle. Ce que je veux dire, c'est que la Nouvelle-Calédonie, il y a un an, a vécu un véritable drame, un drame économique, un drame humain, mais que la situation budgétaire, économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie va mal depuis plus longtemps qu'il y a un an. Depuis déjà des années, et que évoquer exclusivement le sujet institutionnel, c'est, quoi qu'on en dise, faire l'impasse sur ce qui importe aux Calédoniens, c'est-à-dire la situation économique et sociale de l'île. Quel projet, quelle filière à développer, quels investissements, quelles infrastructures. Et lorsque l'on aura réfléchi cela, alors on peut adapter qui va se charger de telles compétences dans la poursuite des accords de Nouméa. Mais on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire que chacun est dans sa posture, ceux qui sont contre l'indépendance, ceux qui sont pour l'indépendance. Et puis ça s'arrête là, il n'y a pas de débat en réalité. Il n'y a pas de réflexion, il y a une forme de paresse intellectuelle. On ne réfléchit pas à l'avenir du territoire, on ne réfléchit pas à l'avenir de la population, on défend sa posture politique pour ou contre l'indépendance. Je pense que c'est une mauvaise méthode. Voilà. Je pense qu'il faut commencer par le projet économique, et après qu'on ait réfléchi le projet économique, on dit, nous pensons qu'il faut le temps de la stabilisation économique de la Nouvelle-Calédonie, de sa prospérité, de sa relance, et alors peut revenir le débat institutionnel. Mais on s'interroge, Marine Le Pen, sur à quel titre vous participeriez à ces consultations organisées, je le répète, à la mi-juin, proposées par Emmanuel Macron. À quel titre, en tant que présidente de groupe des députés RN à l'Assemblée? Ça voudrait dire que d'autres présidents de groupe participeraient à ces consultations également? C'est quand même une drôle de question que vous posez là. À quel titre? Je vous rappelle que la Calédonie est la France. Donc à quel titre? Au titre du fait que la Calédonie est la France. Et que je préside le premier groupe de l'Assemblée nationale. Et que madame, j'ai fait 40% aux élections présidentielles dernières en Nouvelle-Calédonie. Et qu'il se trouve que je m'intéresse énormément à la situation de la Nouvelle-Calédonie, que j'y ai beaucoup travaillé. Et je crois d'ailleurs avoir, somme toute, un projet très abouti, que je n'ai pas obligatoirement trouvé dans les différentes forces politiques à laquelle je me suis adressée. Je pense que je peux apporter quelque chose dans la réflexion sur l'avenir de ce territoire. Donc oui, je vais écrire à Emmanuel Macron pour lui demander de participer à ces consultations, à ce tour de table, parce qu'encore une fois, le Rassemblement national a des choses à proposer pour en même temps la pacification de ce débat, mais en même temps la préparation de l'avenir, à charge pour les Calédoniens, le moment venu. J'ai fait une proposition à 40 ans de pouvoir à nouveau participer à une consultation pour décider quelle forme prendra l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Avant d'aborder d'autres sujets, juste Marine Le Pen, que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'instrumentaliser le dossier calédonien, ceux qui disent aussi que peut-être vous avez un peu trop de certitude sur le sujet? Sonia Biakesp, en réunion, vous auriez lancé essayez de douter Marine Le Pen. D'abord, est-ce que vous confirmez ces propos? Et par ailleurs, en effet, que répondez-vous à ceux qui vous font ce procès-là? Alors d'abord, j'ai en effet une certitude, c'est que Sonia Biakesp a très largement contribué à la gravité de la situation en Nouvelle-Calédonie par une forme de radicalité qui est une posture politique.
Voilà, ça c'est une certitude que j'ai, en effet. Mais concédez que vous avez je peux vous dire que j'ai rencontré tout le monde. évolué sur la question, et notamment avec beaucoup plus de bienveillance avec les indépendantistes qu'il y a encore quelques années. Mais madame, vous avez une manière de voir les choses que je trouve ne pas être au niveau en fait de la situation. La réalité, c'est que nous étions contre les accords de Nouméa. Donc j'ai pas de discussion là-dessus. Je suis pour la Calédonie dans la France. C'est très clair, ça a toujours été le cas et tous mes interlocuteurs le savent. J'ai rencontré tout le monde. Tout le monde, tous les gens qui comptent en Nouvelle-Calédonie, y compris les forces vives dont on parle pas beaucoup, il faut être honnête, et à qui on laisse pas beaucoup de place. Ce que je dis, c'est que ceux qui ont pensé qu'en faisant 3 référendums, ce serait terminé, il n'y aurait plus aucune difficulté, et que ça y est, on pouvait passer à autre chose, eh bien on fait preuve de naïveté. Je dis que pour que les gens puissent s'entendre, se comprendre, travailler ensemble, c'est dans le mouvement qu'ils vont pouvoir le faire. Et la réforme constitutionnelle, c'est pas un mouvement. C'est une forme de face-à-face où chacun est assis sur sa posture. Or, le développement économique de l'île, là, c'est un sujet sur lequel l'ensemble des forces politiques peuvent travailler ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on offre à la Nouvelle-Calédonie ? Quel prix de l'énergie ? Selon quelle méthode ? L'usine nickel ? Quelle stratégie ? L'agriculture ? La diversification, les infrastructures d'irrigation, l'enseignement, l'adaptation de la formation aux besoins de la politique. Parce que moi, tous ceux que j'entends me critiquer n'ont pas fait, je vous le dis très clairement, une seule proposition pragmatique, claire, sur ces sujets-là. Et moi, je pense que la population de Nouvelle-Calédonie, elle attend ça. Parce que elle, je suis désolée, mais elle considère que la réforme institutionnelle, ça ne remplit pas son frigo. Et qu'il y a un chômage aujourd'hui qui monte en flèche, qu'à la fin du mois de juin, il y a le chômage partiel qui s'arrête, parce que l'État a indiqué que ça s'arrêtait, et que donc nous sommes au devant d'une catastrophe économique et sociale. Est-ce que ça ne mérite pas quand même d'être capable de démontrer les urgences ? Quant à l'accusation d'instrumentalisation, je vais vous dire, je ne vais même pas y répondre, parce que je trouve que c'est un argument indigent. Si j'écoutais ceux qui parlent d'instrumentalisation, j'arrêterais la politique parce que je n'ai le droit de parler d'aucun sujet et j'irais planter des fraises. Ceux qui instrumentalisent, c'est ceux qui prennent des postures et qui n'ont pas mené un vrai travail de fond pour offrir à la population de Nouvelle-Calédonie un avenir, un espoir. On retiendra, Marine Le Pen, le fait que vous allez écrire donc au président de la République pour participer donc à la mi-juin à ces consultations. Marine Le Pen, l'actualité aussi de cette matinée, c'est ce vote hier soir à l'Assemblée. Les ZFE supprimés, ces zones à faible émission qui interdisent aux véhicules les plus polluants l'accès à certaines grandes villes. Vote notamment, évidemment, avec le soutien de votre parti, le Rassemblement national. Vous dites quoi ? Tant mieux pour les voitures polluantes et puis oublions la santé. Vous aviez parlé d'apartheid social qui était mis en œuvre quant à cette mesure. Votre modération est spectaculaire. Justement, le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est qu'on est face vraiment à la démonstration de l'écologie punitive. L'écologie punitive, ça consiste à punir les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures électriques. Donc, qu'on puisse éventuellement considérer que plus on baisse les émissions, mieux c'est une chose. Interdire du jour au lendemain à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique, parce que c'est pas à la portée de tous, de pouvoir utiliser leur voiture et les condamner en fait à rester aux abords des grandes villes, comme s'ils étaient des gueux, parce que ils n'ont pas ces moyens financiers. Je trouve ça inadmissible. Je trouve que c'est insupportable. Et en plus, je vais vous dire, je trouve que c'est pas justifié. Voilà, parce que les études qui sont régulièrement utilisées par la ministre au soutien de cette mesure d'apartheid social, je maintiens, sont tout à fait sujets à caution. La France est le 5e pays le plus vertueux en matière de respect des émissions à effet de serre, de CO2, etc. Le 5e le plus vertueux du monde. Le 5e le plus vertueux, Marine Le Pen. Des restrictions économiques. Les études de Santé publique France le disent, chaque année, près de 40 000 décès prématurés seraient attribuables à une exposition des personnes âgées de 30 ans aux particules fines. Non, madame, je conteste formellement ce chiffre que vous répétez, sans probablement avoir lu l'étude que vous citez.
Avec des classes populaires aussi surreprésentées, hein, selon des médecins, selon des cardiologues. Juste sur ces Français qui peut-être ont anticipé cette mesure, se sont équipés, ont commencé à acheter un véhicule électrique. Les classes moyennes, les classes populaires, il y a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Vous leur dites quoi aujourd'hui ? Mais qu'est-ce que je suis censé leur dire ? Qu'ils se réjouissent ? Qu'ils se réjouissent qu'il n'y ait pas d'apartheid social, qu'ils se réjouissent que tout le monde puisse entrer dans les grandes villes. Moi, je vais quand même pas être tenu pour responsable des décisions délirantes qui sont imposées par l'Union européenne et qui sont acceptées par nos gouvernants, alors même qu'elles vont à l'encontre de l'intérêt de nos compatriotes. Je ne suis pas comptable de ça. Moi, je suis comptable du combat que je mène pour eux. Je suis comptable de l'énergie, de la pugnacité que développe le groupe des députés Rassemblement National pour réussir à obtenir ce résultat. Parce que les Français sont contre les ZFE. Alors je sais que ça peut vous paraître probablement anodin, mais moi, ça n'est pas anodin pour moi. Ils sont contre, nous sommes contre, c'est punitif, ça n'apporte rien, encore une fois, en termes de santé publique. Et si vous rajoutez à cela l'ensemble des normes qui nous sont imposées, qui sont en train de tuer nos entreprises, qui sont en train de pousser en fait à une hyperinflation normative, tuant notre compétitivité par rapport à d'autres pays, nous livrons à la concurrence déloyale, ce qu'ont fait les écologistes. Je vous le dis tout à fait clairement. L'écologie punitive portée par les écologistes français aujourd'hui, ce sont des politiques toxiques. Et l'histoire, je pense, jugera très sévèrement cet apport négatif des écologistes à la vie publique et au bien-être des Français. Vous dites quoi à ceux qui disent que finalement c'est une défaite pour l'écologie aujourd'hui ? Non, c'est une défaite pour l'écologie punitive. Arrêtons l'écologie punitive. L'écologie punitive, ça n'est pas la défense de l'environnement. La preuve d'ailleurs, les écologistes combattent le nucléaire, alors que précisément le nucléaire est l'énergie la plus propre, la plus décarbonée qui soit. Donc vous voyez bien qu'ils sont en pleine incohérence. La moitié des émissions de CO2, ce sont des importations. Donc si vraiment ils voulaient lutter contre le CO2, eh bien, ils commenceraient par lutter contre les importations, c'est-à-dire ils plaideraient pour la relocalisation des activités. Vous voyez, parce que ça ferait déjà 50%. Bon, donc en réalité, ils sont là aussi dans des postures idéologiques et ils sont assez contents de punir les Français qui ne partagent pas leur vision. Eh bien, moi, je suis là pour les défendre, précisément. Oui, Marine Le Pen, une rapide question concernant ces agressions à l'arme blanche chez les mineurs. Un rapport a été rendu au Premier ministre François Bayrou, notamment coécrit par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Mouchou, Horizon et un ancien préfet, avec notamment une proposition sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, rendre obligatoire la vidéoprotection à l'entrée des établissements, justement pour lutter contre ces agressions à l'arme blanche. Sur ce point précis, est-ce que vous dites banco? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le généraliser? Non mais, excusez-moi, mais je ne comprends pas en fait. C'est-à-dire que la vidéosurveillance va permettre de détecter le couteau qui est dans la poche de l'élève ou dans son sac à dos? C'est en tout cas, oui, ça n'est pas sérieux. Ce que suggère ce rapport, vous permettrait d'empêcher que ces armes blanches rentrent dans des établissements. Ça suggère peut-être ça, mais enfin n'importe qui a du bon sens peut comprendre que grâce à la vidéosurveillance, on ne va pas savoir s'il y a un couteau dans la poche ou dans le sac à dos. En revanche, ça fait des années que je réclame que soient données des consignes au procureur pour poursuivre systématiquement le port d'armes blanches. J'avais posé une question, d'ailleurs, écrite à M. Dupond-Moretti pour savoir combien de procédures avaient été faites pour port illégal d'armes blanches, alors que l'on sait qu'il y a un développement exponentiel de ce port d'armes blanches par les majeurs et d'ailleurs par les mineurs. Les chiffres qui m'avaient été donnés étaient dérisoires. Donc commençons encore une fois par faire appliquer le code pénal. Il est interdit de se balader avec une arme blanche sur soi. Voilà, c'est clair. Donc maintenant, il faut faire respecter la loi. Ça me paraît quand même être le début. Donc que la vidéosurveillance puisse permettre de déterminer qui est coupable d'une telle agression, soit, mais elle ne peut pas être un élément de prévention, on le voit bien. Marine Le Pen, j'aimerais aussi vous interroger sur les propos de François Bayrou, le Premier ministre, cette semaine, que vous avez peut-être entendu, et revient dans le débat public cette idée d'une TVA sociale pour notamment financer notre protection sociale.
revient aussi cette petite musique de la censure. Pour vous, si ça venait à être examiné, si ça venait à être beaucoup plus concret que ça ne l'est aujourd'hui, c'est un motif de censure immédiate de la part du Rassemblement national ? Non mais de toute façon, d'abord nous y sommes extrêmement opposés parce que la réponse est toujours la même. Taxe, impôt, taxe, impôt, taxe, impôt. Il manque un peu d'imagination quand même. En revanche, pour créer de la richesse et faire des économies sur le train de vie de l'État, il n'y a plus personne. Donc si ça revient, ça reviendra dans le budget. Et il est évident que si le budget est fondé sur cette philosophie consistant à taxer encore les Français, leur demander sans cesse des efforts quand l'État lui-même, dans son train de vie, n'est pas capable d'en faire, quand on continue à dépenser des sommes considérables pour prendre en charge une immigration illégale, ou légale d'ailleurs, mais qui ne correspond pas à un besoin de notre pays, ça va pas marcher. Voilà, vous ça ne ne marchera pas. Et si ça marche pas, eh bien, il se passera exactement la même chose avec M. Bayrou qu'avec M. Barnier. Si on continue à mettre des impôts sur le dos des Français qui n'en peuvent plus, nous le censurerons. Voilà, c'est assez simple. Oui, faire tomber le gouvernement de François Bayrou. Vous ne croyez pas du tout au fait que 2 points de TVA supplémentaires puissent être absorbés et que finalement le prix pour le consommateur ne soit inchangé? Vous ne croyez pas du tout à cette possibilité-là? Non, j'étais déjà contre quand Nicolas Sarkozy le proposait, d'ailleurs dans un autre contexte. Bon, la question c'est qu'est-ce qu'on produit en fait? C'est ça le sujet de la TVA sociale. Deuxième sujet, on va augmenter la TVA, qui est déjà un impôt un peu injuste parce qu'il pèse beaucoup plus lourdement, vous le comprenez, sur les classes populaires et les classes moyennes que sur les classes supérieures. Parce que la dépense qui est réservée à la consommation et qui entraîne le paiement de la TVA est plus important dans le budget, évidemment, des personnes dont je parle. Donc, envisager de régler le problème que nous avons en alourdissant les impôts, les taxes, alors que nous sommes déjà surchargés d'impôts et taxes, peut-être le premier pays du monde d'ailleurs le plus taxé, est une véritable folie. En revanche, ça fait des mois, on l'a dit au moment du gouvernement de M. Barnier, faites des économies sur le train de vie de l'État. Faites des économies sur le train de vie de l'État. Or ça, il n'y a rien. Zéro proposition de la part du gouvernement Bayrou. C'est tellement plus facile de taper sur les Français et de les taper au portefeuille. Ça marche plus. Je crois que les gens, là, vraiment, ils en ont objectivement ras-le-bol. Et en vous entendant, on entend et on comprend que cet effort qui sera demandé à tous les Français, là aussi, dans la bouche du Premier ministre, c'est non. Aucun effort ne serait accepté de votre côté ? Mais c'est quand même étonnant. Pourquoi est-ce qu'on demande toujours des efforts aux Français? On pourrait pas en demander aussi aux étrangers, non? Non, mais enfin, je suis désolé, mais il y a un moment. Non, mais pardon, mais l'aide médicale d'État, les visas pour soins, les logements sociaux et tout le reste, les aides sociales non contributives, c'est-à-dire celles pour lesquelles les étrangers n'ont pas à cotiser, les étrangers qui arrivent à plus de 65 ans et qui touchent le minimum vieillesse. Alors que des gens qui ont travaillé 40 ans sont au minimum vieillesse. Ils ont cotisé 40 ans, ils sont au minimum vieillesse. Enfin, est-ce que c'est pas déjà à eux peut-être de demander des efforts? Peut-être n'est-ce pas ces politiques-là qu'il faut commencer à réduire? Non, on va demander des efforts aux Français. C'est tellement facile. Eh bien, les premiers à faire des efforts, c'est l'État. Pour l'instant, il n'en fait pas. Et le deuxième, nos priorités. Moi, les miennes, je les connais. C'est faire des économies sur les politiques que je considère comme nocive. Or, je considère que la politique d'immigration telle qu'elle existe, d'une immigration dérégulée, d'une immigration qui délivre des aides qui sont considérables, est nocive. Sur l'immigration, justement, précisément, vous n'accordez aucun bon point au ministre de l'Intérieur avec ces circulaires qui visent à durcir, justement, notamment les procédures de naturalisation. Question aussi sur Bruno Retailleau et plus largement la famille des Républicains. On a compris ces derniers jours qu'ils s'opposaient farouchement à la proportionnelle, mesure pour laquelle vous plaidez. Vous avez plaidé d'ailleurs encore récemment dans le bureau du Premier ministre à Matignon. Qu'est-ce que vous leur dites sur ce point ? Alors d'abord, permettez-moi sur l'immigration, non, j'accorde aucun bon point parce que je ne vois aucune différence. Si vous voulez régulariser des clandestins au bout de 7 ans au lieu de 5 ans, si le ministre pense que c'est à la hauteur du problème, je lui réponds, c'est pas à la hauteur du problème. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir la possibilité de régularisation de la loi. Il peut y avoir des régularisations,
exceptionnelle décidée en Conseil des ministres. Mais ceux qui viennent de manière illégale doivent savoir que jamais ils ne nous mettront en fait devant le fait accompli et que donc ils ne pourront pas être régularisés. Il faudra repartir chez eux, faire la demande, comme ceux qui l'obtiennent d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il existe encore cette injustice. On leur accorde ou on leur accorde pas. Et si on leur accorde pas, eh bien, ils n'ont rien à faire chez nous. Concernant les LR, ils sont contre la proportionnelle parce qu'ils sont pour la défense de leurs intérêts personnels. J'ai entendu M. Bayrou dire je suis pour la proportionnelle parce que ça va empêcher le RN d'arriver au pouvoir. Quelle grande âme! Oh, je vois que l'intérêt des Français prend une place considérable dans l'esprit de notre Premier ministre. Donc on est toujours dans la politique aguerrie, dans la défense des intérêts personnels. Je suis pour ça parce que ça va avoir un effet négatif sur mon adversaire. Vous voyez, même si c'est pas bon pour le Rassemblement national, même si la proportionnelle entraîne moins d'élus pour lui, moi je suis pour la proportionnelle. Je l'ai toujours été et je continue à l'être. Parce que je pense que tous les Français doivent être représentés. Parce que je pense que c'est le seul moyen en réalité de cicatriser la plaie béante qui existe aujourd'hui entre les Français et leurs représentants. Et je pense que tout le panel politique doit pouvoir être représenté à l'Assemblée nationale. Je regrette qu'une chose, c'est qu'on ne réfléchisse pas à introduire dans cette proportionnelle les moyens d'obtenir une majorité. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est quand même mieux d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour faire avancer le pays. Mais si on ne l'a pas là, on l'aura en 2027. Oui, 2027 justement, Marine Le Pen, parlons-en. Cette interview de Jordan Bardella à Valeurs Actuelles, il le dit, je jouerai un rôle important dans la prochaine présidentielle. J'ai envie de vous demander, avez-vous lu d'abord cette interview avec cette étude qui est publiée également, étude IFOP pour Valeurs Actuelles, 41% des Français jugent que Jordan Bardella possède la stature pour être président. Est-ce que vous faites partie de ces 41% des Français ? Déjà, moi, la question à laquelle j'ai répondu, c'est oui, je considère qu'il a la stature pour être Premier ministre. Parce que c'est précisément la responsabilité que je compte lui confier. Mais pour l'instant, je suis candidate à la présidentielle et je crois savoir que Jordan a également indiqué qu'il soutiendrait, bien entendu, ce duo que nous formons, que nous avons présenté aux Français lors des dernières législatives, que nous représenterons bien entendu aux Français en 2027, parce que nous avons travaillé chacun à remplir ce rôle pour être prêt le moment venu et opérer les réformes qui sont maintenant de plus en plus urgentes jour après jour. Les projets de loi sont prêts. Je crois pouvoir vous dire que le gouvernement est extrêmement avancé et déjà depuis les dernières législatives et voilà, et ça va être très bien. Voilà. Et si nous sommes tous les deux populaires auprès des Français, vraiment je m'en réjouis parce qu'on aura besoin de leur soutien car la situation dans laquelle nos dirigeants ont mis la France est une situation vraiment très périlleuse. Je vous entends très clairement sur ce plateau et on vous entend tous, Marine Le Pen. Néanmoins, et vous le savez mieux que personne, vous êtes dans une situation judiciaire aujourd'hui extrêmement compliquée. Cet appel, et on en connaîtra l'issue à l'été prochain, peut-être que vous ne pourrez pas être candidate. Que dites-vous à ceux qui disent que peut-être, oui, Jordan Bardella est le bon plan B et que peut-être il faudrait mettre cette possibilité sur la table un peu plus tôt? Vous évacuez cela, nous l'entendons très bien. Et on comprend aussi peut-être un peu de friture sur la ligne. Interrogé il y a quelques heures, vous avez dit au micro d'Alissane Tassin, mais pas que, d'autres journalistes, je ne suis pas sûre que Jordan connaisse très bien les problématiques en Nouvelle-Calédonie. On se partage nos talents, dirons-nous. La continuité de ce que vous venez de nous dire. Mais on comprend. Oui, mais on me dit pourquoi. Êtes-vous agacé par Jordan Bardella et notamment ses sorties dans la presse? Non, mais je vais vous dire. Je suis agacé parce que vous avez une manière de faire du journalisme qui répond en écho à d'autres que je critique beaucoup, car la manière qu'ils ont de faire de la politique est, je trouve, pas au niveau en fait des problèmes que nous avons. Vous voulez créer un coin entre Jordan et moi? Vous n'y arriverez pas. Voilà. On me dit pourquoi est-ce que Jordan n'est pas avec vous? C'est parce que moi je suis un très bon connaisseur de la Nouvelle-Calédonie. Il est évidemment un très bon connaisseur d'autres sujets. On se partage le travail. C'est d'ailleurs ça qu'on offre aux Français. C'est un partage du travail, chacun dans ses compétences. Et je trouve que c'est très bien.
Mais j'ai aucun problème avec ça. J'ai été la première à le dire. J'ai été la première à dire, regardez comme nous sommes heureux, regardez comme nous sommes chanceux, regardez comme nos électeurs sont chanceux. Ils ont 2 potentiels candidats, alors que dans l'ensemble des autres partis, il y en a soit 2000, soit 0. Voilà. C'est donc, si je ne peux pas être candidate, je l'ai dit très simplement et très facilement et sans aucun agacement, évidemment, que Jordan Bardella sera candidat à la présidentielle. Mais permettez-moi d'espérer qu'avec le combat que je mène, je puisse être candidate, car je serai candidate à la présidentielle. Voilà, j'en suis convaincue. L'avenir me donnera peut-être tort, mais laissez-moi penser qu'il me donnera raison. Et votre message est parfaitement passé. Peut-être une toute dernière question quant à peut-être son envie d'une union des droites. En tout cas, c'est ce qu'on comprend dans ses propos et cette interview. Il le dit, croire à l'idée de faire cause commune avec un peuple de droite orphelin d'un chef et qui partage une grande partie de nos valeurs. Ce sont ses mots. Vous avez toujours refusé cette idée. Est-ce que la poutre travaille, comme dirait l'autre ? Non, enfin, on a toujours refusé cette idée. On imagine bien que les électeurs LR qui sont passés avec ce mouvement politique de Carib Ancilla sur un certain nombre de sujets régaliens se sentent plus proches du Rassemblement national qu'ils ne se sentent proches du Parti socialiste. Ça me paraît être une évidence. C'est pas l'union des droites, ça. C'est le fait de leur dire, écoutez, plutôt que de prendre des gens qui disent la même chose que nous pour nous empêcher de le faire, venez donc participer à la victoire de ceux qui mettront en œuvre les réformes qui sont utiles. Mais moi, mon objectif, c'est pas l'union des droites, et c'est pas celle, d'ailleurs, c'est pas l'objectif de Jordan, c'est l'union des Français, c'est l'union des patriotes. En fait, pour obtenir une majorité de gens qui partagent en réalité la vision que nous portons, qui viennent de droite ou qui viennent de gauche. Moi, je suis élu dans une circonscription qui a été socialo-communiste pendant 80 ans. Vous voyez, donc a priori, quand même, les électeurs, ils venaient de la gauche. Je suis navré de dire que on va pas les écarter en disant ah non, on fait l'union de la droite. Je n'y crois pas à l'union de la droite. Voilà, je n'y crois pas. Je crois à l'union des Français. Je crois à l'union des patriotes. Je crois à l'union de ceux qui veulent sortir la France par le haut. Pas ceux qui veulent aller en arrière parce que c'était mieux avant, pas ceux qui veulent aller bêtement devant sans même savoir quelle direction prendre. Je pense qu'il faut emmener la France en haut. C'est ça mon objectif, c'est celui de Jordan et on va le faire ensemble. Marine Le Pen, merci infiniment de nous avoir accordé ces quelques instants en direct sur LCI.